algodão, o cinturão. Oh, menininha, já vou ficar. Ifriqiya FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes courtes. Ifriqiya FM, la voix africaine. Émission spéciale. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la crise entre l'Algérie et la France et particulièrement aux attaques de personnalités de l'extrême droite et de la droite française contre les Algériens. Alors notre émission d'aujourd'hui est intitulée « À quoi joue la France ?» Les relations entre l'Algérie et la France sont plongées dans une crise inédite depuis fin juillet dernier. Ces derniers mois, l'Algérie est la cible de campagnes de dénigrement menées par des personnalités de l'extrême droite et d'une partie de la droite française. Il ne se passe pratiquement plus un jour sans que ne soient enregistrées de violentes attaques contre les Algériens. Le caractère inédit de cette crise réside dans le fait que des responsables politiques français en fonction, comme Bruno Retailleau, sont à la manœuvre. Le ministre français de l'Intérieur a poursuivi encore sa campagne hostile contre l'Algérie cette semaine. À chacune de ses prises de parole, il met en avant sa volonté de dénoncer l'accord de 68 et de mettre en place des représailles contre notre pays. Alors pourquoi l'extrême droite et une partie de la droite française s'acharnent-elles contre l'Algérie ? Les représailles dont parle Retailleau sont-elles à prendre au sérieux ? Les accords de 68 profitent-ils aux Algériens ? C'est ce dont nous allons débattre dans cette émission spéciale. Alors pour en parler, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Maître Benbrahim Fatima, avocate et chercheur en droit de l'histoire. Maître Benbrahim Fatima est connu pour son engagement en faveur de la dénonciation des crimes contre l'humanité à travers le monde et particulièrement ceux commis en Algérie par la France coloniale. Elle travaille également sur d'autres dossiers importants comme les essais nucléaires en Algérie, les disparitions forcées et la restitution des biens de l'Algérie spoliés par la France. Madame Benbrahim est également membre du réseau algérien qui lutte contre la pensée coloniale et néocoloniale. Bonjour Madame Maître Benbrahim. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci à vous, j'espère que je n'ai rien oublié dans votre présentation. Mais tout est excusé, même si vous avez oublié. Ce qui compte le plus, c'est votre présence. Vous êtes adorable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et alors, il y a également avec nous dans cette émission spéciale Hassan Arab, enseignant universitaire, grand connaisseur des relations algéro-françaises et bien sûr consultant à Ifriqiya FM. Bonjour Hassan Arab. Bonjour Zine Charfaoui, bonjour Maître Benbrahim. Un plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors, merci à vous, messieurs, dames. Alors, première question, Maître Benbrahim. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? Pourquoi l'extrême droite et une partie de la droite française s'acharnent-elles contre l'Algérie ? On a l'impression qu'il y a des acteurs politiques en France qui veulent poursuivre la guerre d'Algérie. Tout à fait. De toutes les façons, il faut dire que ces gens-là sont des héritiers, des nostalgiques de l'Algérie française. Et si vous voulez aller au plus profond des choses, vous allez trouver que parmi ces gens qui font beaucoup de bruit, autour d'eux simplement, parce que nous, ça ne nous atteint pas, outre mesure, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ont toujours un parent ou un arrière-grand-parent ou un arrière-arrière-grand-parent qui a vécu l'Algérie colonisée. Oui.
Évidemment, cet Eldorado perdu, il a été transmis par les générations passées, parce qu'il ne faut pas oublier que les Français ne sont pas partis d'Algérie avec une fleur à la boutonnière et un grand sourire. Ils ont été chassés. Et là, ça me rappelle nos fameux marabouts qui disaient que France دخلت من البحر ولكن تخرج من البحر. C'est-à-dire que la France est rentrée par la mer et elle sera jetée à la mer. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 62. Cette défaite de la France n'est pas petite, parce que si on va vers les discours du président français, De Gaulle, de l'époque, et d'ailleurs beaucoup de Français pensent que De Gaulle nous a donné l'indépendance. C'est le narratif d'ailleurs qui revient régulièrement sur les plateaux de télévision. C'est tout à fait faux, français. Parce que la France, si elle avait continué après 62, elle aurait été dans une défaite plus que militaire. C'était une défaite économique et sociale qui l'attendait. De Gaulle avait très bien compris. Il a dû se défaire de cette Algérie, mais il a trouvé un subterfuge politique pour expliquer aux Français que ce sont les Algériens qui veulent une autodétermination et il faut respecter leur avis. Il ne faut pas oublier toutes les tractations qu'il y a eu pendant les accords d'Évian, qui n'ont pas été petites, et même avant. Mais disons que la période des accords d'Évian ont sauvé la France. Oui. Moi, je dis que les accords d'Évian ont sauvé la France. C'était déjà un empire en déclin. Tout à fait. Et c'était ça leur sortie honorable. Parce que je ne parle pas de guerre d'Algérie. Eux nous ont fait la guerre, oui, mais ils ont fait la guerre à une population. Nous avons fait autre chose. C'était une colonie de peuplement. Tout à fait. C'est 132 ans d'une colonisation des plus sauvages et des plus brutales qui soient. Tout à fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une révolution une guerre de populaire, armée. Pas une guerre, une révolution. C'est-à-dire que notre peuple s'était arrangé de telle sorte à changer l'ordre établi par la France. 132 ans, un ordre a été établi par une série de lois. A commencé depuis la colonisation. Tout à fait. On ne s'est jamais arrêté. Oui. De 1830 avec jusqu'à ce jour. On revient vers la bataille de Staoueli, lorsque le 14 juillet 1830, les bateaux se sont arrêtés sur la crique de Sidi Frodj et qu'il y a eu le débarquement donc des militaires. On parle d'un sage qui était parti à leur rencontre et qui leur a posé la question: qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire chez nous? Et le général lui dit: nous sommes des Français et nous sommes venus nous installer chez vous. Il leur a dit: on ne vous a rien demandé, nous on est chez nous, mais vous partirez de ce pays. Puis il est retourné à Staoueli. Ça a beaucoup intrigué ce général et il a dit: cet homme ne peut pas être un commun des mortels. Et effectivement, c'était un notable de la région de Staoueli. Donc la réflexion première, c'est: vous êtes rentré, vous en sortirez. Maintenant, on revient à De Gaulle avec tous ces ébats politiques que je pourrais dire. Il a tout essayé pour faire sortir la France d'Algérie avec un petit chouïa de respect. Un petit chouïa de respect. Mais derrière lui, derrière l'indépendance et l'autodétermination du peuple algérien, il y avait, premièrement, toute une colonisation de peuplement, comme vous l'avez dit, qui était terriblement bien ancrée. Qui consistait, le grand remplacement, en réalité, c'est la France coloniale qui a essayé de le mettre en place en Algérie. Tout à fait. Ce ne sont pas les Algériens qui veulent remplacer les Français en France, mais c'est les Français qui ont essayé de remplacer les Algériens en Algérie. En Algérie. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette politique de peuplement qui est restée jusqu'en 62, et qu'il pense réinsuffler en Algérie, hein, parce qu'il faut bien qu'ils comprennent que nous avons très bien compris leurs intentions à travers toutes ces insultes. Donc, le point crucial, c'est le départ des Français qui étaient en Algérie, les colons, des ultras qui ne voulaient pas quitter l'Algérie. Rappelez-vous, le cercueil ou
Moi, ils appelaient ça le cercueil, ou je ne me souviens plus ce que c'était. La valise. La valise ou le cercueil. cercueil. Donc le départ où vous allez mourir en Algérie, Ou n'est-ce la pas? politique de la terre brûlée Voilà. de l'OAS. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les tractations en fin de compte de l'OAS avec le FLN pour trouver un terrain d'entente et pour rester en Algérie. Ouais. Et enfin, l'armée coloniale qui devait partir jusqu'à son dernier homme. Donc c'est un déracinement de nouveau de tout ce qui est français en Algérie. Alors les gens qui sont en train de vociférer Oui. aujourd'hui, je vous dis, c'est les nostalgiques d'une Algérie française et un retour à une terre qu'ils croient promise pour eux. C'est ça. Or, ils se trompent terriblement. L'Algérie s'est construite petit à petit. Elle a construit un premier régime socialiste qui a coupé complètement avec le système impérialiste et le système Si vous colonial français. Puis, elle s'est élargie vers une démocratie et maintenant, c'est un pays qui se construit et qui va de l'avant. Et rien ne pourra Et arrêter. qui a trouvé sa voie. Tout à fait. Oui. La mécanique, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a retrouvé sa place dans le concert des nations, premièrement. Deuxièmement, elle a récupéré son économie. Et ça, c'est très important. Oui. Troisièmement, elle fait la gestion de son économie parce qu'elle avait son économie, mais son économie était entre les mains de la France. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'avait dit De Gaulle lors des accords d'Évian. Il a dit, oui, je suis d'accord pour tout ce que vous avez demandé, sauf que il y a 3 secteurs qui doivent rester Ce sous souveraineté. tutelle. Oui, alors, c'est l'éducation, l'économie et l'armée. Vous pensez bien que c'est le nerf du pays. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, les nostalgiques essayent de récupérer ça. L'économie, c'est fini, ils ne peuvent plus en parler parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tout perdu. Exact. Maintenant, sur le système militaire, ils savent que l'Algérie est en train de se construire, c'est en train de devenir une des puissances militaires à travers C'est le l'une monde. des et plus connue de tous. importantes puissances d'Afrique. Elle, Tout est à fait. même, elle talonne l'armée égyptienne, Tout à qui fait. est déjà très importante. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il reste à la France? Oui. Moi, je dirais que ses yeux pour pleurer et sa voix pour crier. Mais là aussi, il va falloir faire le distinguo. Moi, je respecte le français, l'autochtone, Oui. je lui dirais l'indigène, parce qu'il est indigène dans son pays. C'est un indigène, c'est-à-dire c'est un homme qui est français de souche, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, je le respecte. Celui-là est en train de se taire actuellement, parce qu'il est en train de s'organiser. Oui. Et les voix de droite n'ont pas compris que la majorité de la France n'est pas de leur côté. C'est une minorité qui a pris le pouvoir par des subterfuges, par des mensonges. Il ne faut jamais l'oublier. Exactement. Et actuellement, ils essayent de se pérenniser, chose qu'ils ne peuvent pas faire parce que, à mon sens, nous sommes rentrés, pour la France du moins, nous sommes en train de voir que cette France est en train de perdre sa 5e République au profit d'une 6e République qui sera sans aucun doute gérée par des gens sages. Très bien. Merci beaucoup, Maître Benbrahim, pour tous ces éclaircissements, pour tous ces éléments extrêmement intéressants qui nous aident à comprendre justement le comment du pourquoi de ces campagnes de dénigrement qui durent depuis le mois de juillet. C'est du jamais vu depuis 1962. Je crois que les relations algéro-françaises traversent leur pire crise depuis l'indépendance. Pardon. Alors, une crise qui peut aussi s'expliquer. Alors, on a la droite revancharde qui n'accepte pas l'indépendance de l'Algérie, qui rêve de jouer un nouvel acte, entre guillemets, de la guerre d'Algérie, mais c'est une crise aussi qui intervient dans un contexte politique en France assez marqué, assez tendu, assez polarisé. Hassan Arab. Assez polarisé, mais aussi il nous rappelle d'un point de vue On historique. a l'impression que l'Algérie est devenue aussi un fonds de commerce. Non, l'Algérie, parce qu'à un certain moment, pendant les 132 années de colonisation, l'Algérie a toujours constitué dans les moments les plus durs de l'histoire de France. Ouais. Rappelez-vous, donc, juste après le débarquement, il y avait la monarchie de juillet, donc avec les 3 glorieuses, le 27, 28, 29 juillet 1830. Donc, il y avait une révolution en France. Et c'est comme ça qu'on a décidé donc de mettre l'Algérie au centre des discussions des politiciens de la Chambre à l'époque, et on a commencé les exactions parce qu'on a commencé à assassiner les Algériens. C'est la Oufia, donc le premier massacre qui a été signé c'était le massacre des Oufia près d'El Harrach, où une tribu complète a été décimée. Et puis quelques années plus tard, c'est
la révolution de 48, mais dont les problèmes ont commencé à partir de 1840. Donc, et c'est pourquoi Bugeaud décide, c'est à ce moment, il y avait toujours, l'Algérie était au centre des débats entre les militaires brigands, parce que j'insiste sur le mot, parce que ceux qui ont colonisé l'Algérie, donc les cohortes de l'armée française étaient considérés comme des brigands, et en 1962, ils ont fini comme des généraux putschistes. Donc voilà une armée dont on parle de l'honneur, c'est l'honneur de Saint-Arnaud, C'est déjà la une faillite gloire du morale, sabre. une faillite Donc oui. il y a quelqu'un, un anticolonialiste français, un député journaliste, il parlait de la gloire du sabre. La France n'a jamais connu une gloire en dehors de la violence, de la brutalité et des massacres. Il faut le souligner, que ce soit en Algérie ou bien dans toutes les autres colonies. Je reviens donc à l'Algérie dans l'histoire des crises françaises, parce que à chaque fois qu'il y ait crise multidimensionnelle, aujourd'hui la France fait face à l'une des crises économiques les plus dures de son histoire aussi. Dures de son histoire. Une dette Plus de extérieure 3 300 milliards d'euros de dette extérieure. Et c'était le même contexte, par exemple, en 1845, et c'est pourquoi ils ont décidé justement d'implanter une colonie de peuplement. Et puis, 1870, avec la guerre face aux Prussiens, et puis la Commune, parce qu'il y avait également une crise du régime, il faut le dire. Donc, c'est pendant cette crise de régime que l'Algérie va revenir également sur la scène de l'histoire. Et là, on va frapper d'une manière très forte, parce que ça sera les déportations, les séquestres, etc. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour un petit peu donner un dernier exemple, c'est-à-dire celui du XXe siècle, c'est 1945. 1945, le massacre de Sétif Galma et Kharata intervient dans un moment de crise politique et économique en France, juste après la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle était l'homme providentiel qui s'est présenté en tant que tel, faisait face à des difficultés sur le plan politique. D'ailleurs, il va finir par démissionner. Et puis, après, pendant la guerre de libération nationale, nous savons que la 4e République a été... Elle est tombée. Elle est tombée. Tombe justement à cause et grâce, sinon, aux Moudjahidines, donc à l'armée de libération nationale. Et en 1962, la France va faire exactement face à une crise politique qui va éclater en 1968, 68, et l'Algérie était toujours donc au cœur. Mais après l'indépendance, après 1962, l'Algérie devient comme disait d'ailleurs Fanon, avait compris mieux que quiconque. Il a dit en 1961, juste avant de mourir, donc lui, il connaissait bien l'Afrique, il connaissait toutes les colonies françaises. Il a expliqué qu'une puissance coloniale ne cédait ses sources des profits volontairement et sans tenter de les reconquérir. Dire, c'est les mots de Fanon. Suite à un constat, il a constaté qu'à partir de 1960, la France a mis en place un système qui va lui garantir une présence, c'est-à-dire la pérennité de ses intérêts politico-économiques. Parce que certains disent non, la France préserve c'est ce qu'on appellera la France-Afrique par la suite. La France-Afrique, exactement. Donc, préserve juste ses intérêts politique, économique plutôt, mais elle préserve, donc elle lutte pour préserver ses intérêts économiques. Mais un système de prédation est mis en place justement. Un système de prédation, donc qu'on appelle la France-Afrique, qui est défini par les chercheurs comme étant un système confusionnel. Il est à la fois confus et fusionnel. Confus parce qu'ils travaillent dans l'opacité, donc et fusionnel parce que ils ont mis en place un système de réseau qui assure une fusion entre des hommes, que ce soit en Afrique et dans d'autres colonies,
et en France. Et c'est peut-être Et- ce réseau-là qui est aujourd'hui également à la manœuvre, justement, À la pour manœuvre, essayer oui, de c'est- fragiliser C'est les réseaux Focar, l'Algérie. parce que ce système, Exact. Oui, je vous en prie, je allez-y. termine. Oui, le raisonnement. C'est un système qui a été mis C'est en les place réseaux Focar. à la veille des indépendances et qui va connaître donc son apogée en 1990. Oui. Et tous les présidents de gauche et de droite avaient leur monsieur France-Afrique. Donc nous avons, c'est monsieur Foccart Oui. d'abord, donc, et puis François Mitterrand, quand il arrive, ça sera son fils, qui est responsable du massacre. 800 000 morts au Rwanda en 1994, les Tutsis, qui ont été massacrés. Et nous savons aujourd'hui Oui. que Il y a une responsabilité. l'État français Oui. est responsable directement dans ces massacres. Et puis vous savez que Robert Bourgui par la suite, etc. Donc voilà. il y a toujours eu un responsable de la cellule africaine de à la l'Élysée cellule, parce que qui est là c'est une pour cellule veiller- qui est gérée Oui, par l'Élysée directement, Oui. mais c'est également un système militaire. Oui. C'est pourquoi il est opaque. oui. Voilà. Très bien. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Hassan Arab. Nous avons encore toute l'émission pour en parler, donc vous Bien pouvez sûr. toujours poursuivre sûr. votre raisonnement. Maître Bombalaham, alors en France actuellement, c'est du jamais vu aussi, à part peut-être durant les années 70, 71, 73, des Algériens ont été assassinés. C'est une période qui a correspondu à la naissance et à la montée de l'extrême droite telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et leur leitmotiv de l'époque, la France vivait comme aujourd'hui des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Et le premier coupable à l'époque, on avait pointé du doigt les immigrés. On en avait tué 3 ou 5 à l'époque. Il y avait une campagne anti-algérienne féroce qui avait été déclenchée à l'époque, à tel point que le président Boumedienne avait décidé de stopper le départ de travailleurs algériens en France. Il a eu cette fameuse formule « Inch'Allah neklour melta sahara ». Oui, oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oh, que si. Alors, aujourd'hui, comme durant les années 70, alors c'est le dénigrement le plus bas qui soit. Tout ce qui est algérien est insulté, dévalorisé. Il y a même, on l'entend sur les plateaux de télévision, un narratif qui consiste à dire la colonisation a apporté la civilisation sur les terres que la France, sur les terres conquises par la France, comme c'est le cas en Algérie. Alors, cette question de... On insiste encore Oui. sur cette histoire de bienfait de la colonisation. Oui, hein. parce que c'est des ignorants. Alors D'abord, qu'il y a eu des massacres, Oui, il y a oui. eu des génocides. tout à fait. Et c'était le terrain du crime contre l'humanité. Toute l'Algérie Oui. était un terrain pour le crime contre l'humanité. Pour ce qui est de cette expression, nous avons apporté la civilisation en Algérie. Moi, j'ai une seule réponse. Connaissez-vous l'Algérie? Connaissez-vous votre histoire? Connaissez-vous notre histoire? Oui. Avant de parler, alors on va en discuter. Premièrement, je crois que l'Europe a été civilisée grâce à l'Algérie. Et quand je dis l'Algérie, je fais référence à un homme, n'est-ce pas? Tariq Ibn Ziyad. C'est bien un homme de chez nous. C'est bien un berbère de chez nous. C'est lui qui a mené les troupes pour arriver en Espagne et pour transformer toute cette Espagne oui. en Andalousie. Moi, je leur dis, allez voir ce qu'étaient mes ancêtres et rendez-moi la réponse. Si aujourd'hui, par exemple, l'Espagne est en train de vivre un tourisme extraordinaire, c'est pour voir quoi? Grenade et aller à Séville pour Exactement, voir les exactement. vestiges laissés Mais par pour la voir civilisation quoi? Pour voir la berbéro-musulmane. civilisation musulmane. Oui. C'est pour voir ce qu'ont fait les Arabes. Oui. L'écriture, la médecine, l'astrologie et toutes les autres sciences sont où? L'Europe d'aujourd'hui s'est construite sur l'héritage Barakallahu fik. musulman. Exactement. Tout ça, c'est en Espagne, Oui. mais c'est les musulmans. Il y a une tour, la Torre de la... Je ne me souviens plus très bien. C'est une tour qui est consacrée à la civilisation musulmane et à l'apport des Oui. musulmans vers la civilisation, vers l'Europe. Parce Ah, qu'il n'y a pas de civilisation encore. Vous citez la fameuse tour, il y a le palais de l'Alhambra. Voilà, par ça exemple. s'appelle la Tour de la Cora.
de la Kaora. Voilà. Donc, dans cette tour, toute cette tour, c'est les vestiges Ouais. de l'histoire musulmane en Andalousie. C'est les mathématiques, la poésie, C'est la philosophie, tout. la Écoutez, littérature, Quand la je médecine. parle à mes amis, je leur dis, si aujourd'hui on se met du fond de teint, c'est grâce aux Arabes. Si on se met du rouge à lèvres, c'est grâce aux Arabes. Si on se coiffe, la coiffure, c'est les Arabes. Le vêtement, c'est les Arabes. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est notre civilisation. Mais il y a un déni total actuellement de la C'est part des parce Européens et qu'ils des sont Français ignorants. en particulier. Oui. Le peuple français ne lit pas Ouais. ou ne veut pas lire, ne veut pas admettre l'histoire. Et rester Le- prisonnier d'une Voilà, pensée. l'histoire est un fil qu'il faut suivre. On ne peut pas Ouais. l'arrêter. Ouais. Je me rappelle de ce qu'a fait la reine d'Espagne, Isabelle la catholique. Elle a fait le siège du palais de l'Hamra, donc Ouais. de Grenade, et de Qasr al-Hamra, et elle est restée pendant 1 an aux alentours parce qu'elle voulait affamer donc Ouais. le roi et pouvoir rentrer. Eh bien, elle s'était promise de ne pas changer de vêtements. Elle les a gardés pendant 1 année. Savez-vous ce qu'elle a fait en rentrant au palais? Elle a porté une robe d'une musulmane, des femmes musulmanes, et elle est montée sur une terrasse pour admirer le palais et admirer sa belle robe. Sauf qu'elle n'en a pas tellement profité parce que 10 jours après, elle a attrapé une drôle de maladie à cause de la saleté Oui. et elle en est morte. Je voudrais leur rappeler, parce que je pense qu'ils sont en train de nous entendre, que la traduction, les grandes écoles de traduction qui ont permis à la littérature ou à la culture arabe de se développer, c'était les juifs. oui. C'était les grandes écoles juives qui faisaient donc la traduction avec les musulmans. Et les civilisations européennes se sont montées sur cette culture Se sont et sur ce abreuvés. savoir. Oui, oui. D'ailleurs, pour les Allemands, pour tout le reste, enfin, ça ne s'appelait pas l'Allemagne parce que Ouais. c'était des comtés simplement, ils n'étaient pas organisés. C'est des Alors, empires. exactement. Donc, à ce moment-là, le grand prestige, c'est d'envoyer ses enfants s'instruire en Andalousie et porter le vêtement andalou. Oui. Donc, c'est pour leur rappeler que nous, on a Qui une était un signe civilisation de raffinement, de raffinement et de oui, richesse. et de Donc, richesse. c'est pour leur rappeler que nous, lorsqu'ils avaient des rois fainéants qui roulaient dans des chars avec des roues en bois et qui mangeaient et buvaient sur leurs chars et qui portaient des vêtements de jute et des lanières de cuir, nous étions civilisés, nous connaissions la valeur du vêtement brodé à l'or et tout le reste. Alors, Même lors de l'invasion de 1830, mais de bien 1830, sûr, mais bien sûr. les palais écoles, d'Alger. les palais d'Alger. On y arrive, les je vais en écoles, parler. Je vais en parler. Justement, c'est pour leur montrer que leur civilisation Oui. se sont montées sur notre civilisation. Maintenant, quand ils sont venus en 1830, est-ce qu'ils ont trouvé un peuple de sauvages? Et il y a quelqu'un Pas du tout. qui a dit, je pensais trouver un peuple de sauvages, mais j'ai trouvé un peuple terriblement civilisé, instruit, et les écoles, les mosquées étaient également écoles, où 94% de la population était instruite quand la France, d'après leurs chiffres, ne comprenait que 40% des gens lettrés. Oui, oui. Ils parlaient des beaux palais, ils parlaient des beaux jardins, ils parlaient des fontaines parce que Alger est une ville d'eau, oui, oui. ils parlaient de la blancheur de la ville, ils parlaient des trésors. Les mosquées, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont commencé à les détruire, donc ils ont détruit Oui. notre civilisation. C'est ça. Parce que ces mosquées étaient des endroits de culte, mais également de culture pour les femmes et pour les hommes. Les femmes étaient instruites. Maître Ben Brahim, nous ne le dirons jamais assez, lorsque la France est repartie, elle a laissé un peuple pratiquement analphabète. C'est fait exprès. Oui, oui, oui. C'est fait exprès. Oui. C'est pour transformer l'Algérien, non pas en cet homme digne et libre, Oui. mais une simple force de travail. Exact. Pas plus. Donc il fallait l'avilir, le détruire, le décomposer pour qu'il puisse toujours courir après sa miche de pain, mais ne pas penser ni à la politique, ni à se civiliser, entre guillemets, comme ils le disent, ni à instruire ses enfants, ni à récupérer ses terres, rien du tout. C'était une survie, un peuple en survie. Un peuple en survie. Merci beaucoup, Maître Ben Brahim.
J'aimerais rebondir par rapport donc, Alors, à cette histoire. Donc, essayez de des bienfaits. rebondir assez rapidement parce que je vous rapidement. réserve aussi beaucoup de questions, Voilà. Hassan Arabe. Donc la colonisation n'a jamais été un Civilisatrice. fait de civilisation, Oui, mais oui. elle n'était que massacre, ruine Destruction. et destruction. Et génocide, oui. Et certains Français admettent aujourd'hui qu'il y avait même du cannibalisme Oh là, Oui, c'est vrai. Oui. C'est dans vrai. le fait colonial. Et je vous donne un exemple qu'on n'a pas assez évoqué. Vous savez, en 1833, il y avait un navire qui s'appelle la Bombarde. Et puis un article, la c'était Bombarde, un il est journal connu. français, un Bombarde. Il faisait une navette entre Marseille et Alger. Il transportait quoi? Il transportait les ossements des Algériens. Vous savez qu'on a détruit Oui, oui. donc pour Des construire, cimetières, pour il ouvrir est là, des il est routes. là, le Ah oui, cimetière, oui, oui. oui, oui. Donc il y a un médecin de Marseille. Il C'est a ça, même un expert, un constaté expert. qu'il y avait des os encore charnus. Mhm. Et pour faire quoi? On utilisait savon. les os, des ossements humains pour fabriquer du charbon animal. Donc c'est une substance qu'on utilisait pour blanchir le sucre. C'est pourquoi il y a cet aspect Cannibalisme. cannibalisme. Ah oui, donc les Français, ils ont bouffé, passez-moi l'expression, de l'Algérien, au sens propre du terme. Hassan, n'oublions pas qu'il a fallu aussi des années de négociations pour faire revenir en Algérie des restes de chefs, de résistants algériens. Algérien. permettez-moi Qui de- étaient de exposés faire- dans des Oui, musées. Je termine Oui, juste. d'accord, je reprendrai après, Parce oui. que c'est vrai, les Français, ils ont construit des hôpitaux, ils ont ouvert Oui, des mais ils l'ont routes, fait pour eux, des pour chemins. eux, oui. pour Mais eux, pas c'était pour nous. pour eux. D'ailleurs, je cite l'un des historiens les plus colonialistes. C'est un article méconnu. Il a été écrit, c'est un certain Bertrand, un historien Bertrand. C'est un colonialiste. Il a constaté, à un certain moment, quand ils ont ouvert les chemins de fer entre Mostaganem et Tiaret, donc c'est la ligne qui transportait le blé du Sersou, donc vers Mostaganem, puis vers la métropole, évidemment. Et justement, Donc, Hassan Arabe, oui. juste par rapport à... Oui. Il ne faut pas que j'oublie l'idée, Oui. elle est importante. Alors, la colonisation, elle a été horrible du début jusqu'à la fin. Mais il y a des séquences qui sont encore plus horribles que Plus d'autres. horrible, plus horrible. Et j'aimerais bien à ces gens qui passent leur temps à donner des leçons de civilisation aux Africains et aux Algériens en particulier, puisque c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. Lorsque l'on... J'arrive. Cet exemple va illustrer justement Oui, allez-y. pourquoi ce bonhomme, ce colonialiste déclaré, il défendait la colonisation, mais il dit à un certain moment, en 1912, il dit il ne faut pas exterminer ce peuple parce qu'il a vu la théorie, donc la fameuse, la guerre totale, instaurée par Bugeaud, appelée également la guerre de châtiment, qu'elle a instaurée à partir de 1840, qui était destinée tout simplement à exterminer les Algériens. Il y avait une tentation génocidaire en Algérie, à travers par exemple les enfumades du Dahra, Les massacres. le gazage de l'Arwat. Madame Ben Brahim, elle connaît bien ce dossier, mais aussi quand on s'attaque aux enfants et aux femmes. Le général Saint-Arnaud, c'est pourquoi on parlait tout à l'heure l'honneur de Saint-Arnaud, c'est une belle expression trouvée par François Maspero, donc pour un petit peu décrire ce général sanguinaire. Hugo Maintenant, disait on de devrait lui, dire le Hugo- déshonneur de Ah oui, Saint-Arnaud. le déshonneur, justement, c'est ça, le Oui. déshonneur. C'est un déshonneur. Il avait les états il avait les états de service d'un chacal, donc d'un charognard. Voilà ce qu'il écrit. Un extrait d'une lettre, il dit j'ai constaté que les soldats, après les razzias, qui a été, donc, on en a fait un procédé de colonisation, les razzias, c'est-à-dire affamer les Algériens et puis les massacrer. Il dit j'ai vu des soldats jeter des enfants sur les baïonnettes de leurs fusils. Donc il les jetait. Donc quand il rafle tous les produits alimentaires, tous les bijoux, toutes les denrées alimentaires, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent les bébés sur les
baïonnettes. Pour vous dire un petit peu... Oui, la c'est- cruauté, le niveau de cruauté atteint par atteint par l'armée française de par l'époque, l'armée l'armée coloniale. française. Et puis, il ne faut pas oublier l'Algérie était véritablement un terrain d'expérimentation de toutes sortes d'exactions parce qu'ils ont initié la solution finale Finale. en Algérie. Avant 1945, Avant avant que les 45, parce nazis que- le fassent. Voilà. Voilà. Il y a un dossier que vous maîtrisez extrêmement bien. Vous maîtrisez beaucoup de dossiers, Maître Boumbrahim, mais celui-là en particulier. Alors, on parle de barbarie, mais la barbarie a atteint un autre sommet lorsque l'on a fait des essais nucléaires sur un territoire, le sud de l'Algérie, qui était encore habité. Oui, et tout à fait. Et ce dossier est extrêmement important. Je sais qu'il est très, très, très suivi par les Français à partir donc d'Alger, parce qu'il y a beaucoup de mystères que nous devons soulever pour les intérêts de l'histoire. Oui, oui. Alors les essais ont commencé dès 1960 et se sont Oui. poursuivis jusqu'à 67. Début 67. début Alors, 67. ce qui est important, vous parlez d'une zone peuplée. Oui, vous avez raison. Mais si on revient à la demande de Jules Moche, qui était le représentant de l'État français à l'ONU, Oui, il est allé demander une autorisation pour faire ce genre d'essai, comme il dit, le mot était essai, afin que la France puisse intégrer le club donc nucléaire ou atomique. Il avait fait un très très gros mensonge parce que toute l'histoire de la France est basée sur une série de mensonges. Oui. Ils justifient toujours leurs actes par un mensonge. la France qui est aujourd'hui une puissance nucléaire, grâce Grâce sur, à le, l'Algérie. sur le dos des victimes algériennes. Bien sûr, et en 1830, l'Algérie a sauvé la France de la famine, et encore. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu vous demander une autorisation pour faire des essais nucléaires dans le Sahara, ou dans le désert, comme il a dit, là où nulle forme de vie humaine ou animale n'existe. Or, le rapport de 2005 des essais nucléaires qui a été mis sur le net par Sarkozy parce que le délai du secret défense était levé depuis plusieurs années, mais il a tout de suite refermé, n'est-ce pas, par une loi qui est complètement contraire aux lois françaises. Donc, on lit que l'expérience qui a été menée, c'est sur un nombre de 40 000 Algériens, plus des caravaniers. Il y en avait à peu près 150 caravanes qui traversaient cette zone et chaque caravane contenait 100 personnes. Donc des gens qui venaient du sud, qui étaient contaminés, qui faisaient du commerce ici, qui prenaient des choses d'ici et qui les descendaient vers l'Afrique. Et le peuple du sud de l'Afrique était contaminé Oui, jusqu'à ce jour sans qu'ils le sachent, Oui, parce oui. que personne ne leur a rien dit. Donc, effectivement, ce crime était tellement important parce que on a pris comme sujet Oui. scientifique des êtres humains. Oui. J'ouvre juste une petite parenthèse, Maître Boumbrahim. Le deuxième personnage de l'État en Algérie, Salah Goudjil, qui est président du Conseil de la Nation, est monté au créneau une nouvelle fois lundi pour demander de faire toute la lumière sur le dossier des essais nucléaires et de dénombrer toutes les victimes des essais nucléaires faits par les Français en Algérie depuis 60 à 67. Oui, mais alors là, il devrait d'abord commencer par dire une chose. Oui, On ne parle plus d'essais nucléaires parce que ce ne sont pas des essais, d'accord. c'est de véritables explosions Oui, atomiques. oui, oui. Quand on fait exploser une bombe qui est 7 fois Hiroshima et Nagasaki, où 25 000 personnes sont mortes en un clin d'œil, Elle cause des dommages irréversibles et irrémédiables. irréversible et très long dans l'histoire. Oui, oui, oui. Parce que ce sont des explosions qui ont été faites au plutonium, et le plutonium, c'est quelque chose de très, très, très dur à disparaître, puisque... Il y a des enfants qui naissent avec des Oui, maladies. oui, jusqu'à là, présent, mais bien jusqu'à sûr, je vais présent, vous expliquer ouais. comment Ouais. ça se passe. Donc, la durée le plutonium, quand il pénètre dans le sol, dans l'espace et dans le sol, nous avons 48 800 ans d'âge. Donc, il ne disparaît pas avant 48 800 ans d'âge. Et la moitié simplement de l'âge du nucléaire au plutonium, c'est 24 400 ans. Oui. Ça veut dire que cette Terre Énorme. est encore polluée et le sera
pour un temps plus loin, à moins que la science ne vienne Ouais. sauver ce pays et ne vienne sauver les Algériens, et pas seulement les On n'a pas Algériens. on n'a pas l'impression, donc, Maître Ben Braham, que les Français sont pressés de venir pour nettoyer ce qu'ils ont commis Non, à, ils ne sont à pas Daraa Ouargane. pressés, mais ils sont venus il y a quelque temps, Ouais. au bout de, quand il y a eu 60 ans sur les expériences, ils sont venus en Algérie en disant, écoutez, on va vous aider, on va essayer de faire quelque chose, voir un petit peu comment ça se passe. Moi, j'étais une des personnes qui a dit, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Ouais. Parce que j'ai tout de suite compris le but. En fait, après 60 ans, paraissent les premiers dégâts sur la génétique de l'être humain, la transformation De du l'ADN, génome humain. oui. Donc, après 100 ans, 60 ans, ils voulaient venir voir et avoir le résultat d'une expérience qu'ils n'avaient pas payée, Oui, donc ils n'avaient oui, pas versé oui. un seul centime, pour voir quelles étaient les conséquences des explosions atomiques. Alors, je reviens à M. Goudil et je voudrais vraiment qu'il ne dise plus expérience Oui, oui. atomique, non, et qu'il ne dise Des plus des explosions, essais, oui. c'est de véritables explosions, parce que pour la première bombe, c'est 7 fois Hiroshima et Oui. Nagasaki. Mais son idée à lui, c'était Oui, surtout oui. de serrer les dommages causés par. Mais ça fait rien, parce que c'est très important. Oui. C'est notre président du Sénat Oui. et nous sommes tous avec lui. Oui. Lui, c'est un homme politique. Oui. Nous sommes des juristes et des praticiens. Exactement. Donc, on doit être là pour lui servir donc de support afin que son discours soit très, 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 très fort. Absolument. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2014, j'ai eu l'occasion de partir au Sénat français. Oui. On m'avait invité et je crois qu'ils avaient très mal fait. Ils auraient dû ne pas m'inviter parce qu'ils ont entendu des choses très, Qu'ils ne voulaient pas très entendre. dures. Hein. Oui, très dures. Juste, mais très dures. Et là, j'ai inscrit l'Algérie comme pays victime des explosions atomiques. Oui. Et j'ai dit que c'était de véritables explosions et non pas des essais, Oui, des oui. petits essais comme ça pour savoir ce que ça allait donner. Et le tissu sur lequel ces expériences avaient été réalisées, c'est les Algériens. Et il faut ajouter, plus les Français dont ils ne parlent jamais, Oui. les Français qui habitaient, qui étaient dans la région parce qu'ils étaient enseignants, ils étaient... On n'en parle jamais. La France n'a jamais, à ce jour, elle n'a jamais parlé de ces Français qui ont été pris en otage en même temps que les Algériens. Plus les militaires, donc les appelés, et les professionnels également, parce qu'ils sont tous maintenant victimes de cancer et de plusieurs autres maladies. Donc, ce qui s'est passé, c'est de véritables explosions atomiques. Et lorsque j'ai fini ma conférence, évidemment, la première des choses, on m'a dit, les ultras, les gens de droite, oui, mais c'est vous qui l'avez accepté, vous avez signé les accords d'Évian. J'ai dit, stop, s'il vous plaît. Les accords d'Évian ont été signés sur la base d'essais scientifiques. À aucun moment, on a défini quelles étaient les expériences qu'ils allaient mener en Algérie. Ils ont dit, on a un programme à finir. Et c'est pour ça que l'Algérie a accepté sur la base, donc, d'expériences scientifiques. Cette zone étant entièrement fermée et interdite aux Algériens, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait là-bas. Mais, ce qui est également important, c'est que en 2014, le président français, et moi, j'ignorais complètement qu'il était en train de suivre ma conférence à travers le Sénat, parce que c'était la première fois qu'un Algérien ou une Algérienne se présente avec un culot monstre, excusez-moi de le dire, devant des spécialistes et des ministres de Défense. Il y avait Paul Quilles, qui était ministre de la Défense également. Et donc, c'était... alors, qu'est-ce qu'il a fait, le président français? 4 jours après, il fait un discours dans lequel il dit... Effectivement, ce qui s'est passé en Algérie, ce n'était pas des essais nucléaires, mais de véritables explosions atomiques. Comment appelle-t-on ça? On appelle ça un discours politique et donc une reconnaissance politique que nous ne sommes plus nous n'avons jamais été dans une phase d'essai, mais dans une véritable phase d'explosion atomique. Et c'est pour ça qu'à partir du 20 janvier 2014, on ne doit plus parler d'expérience, mais de véritables explosions atomiques. Très bien. Alors, nous allons poursuivre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, vous qui avez beaucoup travaillé sur ce dossier, Maître Ben Braham, vous avez dû fréquenter des hôpitaux, vous vous êtes certainement rendu sur place, je parle de Henniker, Ergan, Adrar. Est-ce que vous avez pu constater de visu, justement, les dommages causés par ces explosions nucléaires? Oui, alors la première des choses que tout Algérien pourrait voir s'il traverse le Sahara par avion, eh bien, nous allons trouver une montagne,
c'est la montagne qui s'est donc fissurée. Oui. Et nous allons trouver une auréole extraordinaire. Donc, c'est la lave qui est sortie donc, de la montagne qui a éclaté. Qui a explosé. C'est l'accident du Béryl, Oui. justement, et qui descend sur les flancs de la montagne. Les flancs de la montagne sont entièrement vitrifiés. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très dangereux parce que la radioactivité existe, Ouais. mais très, 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 très forte. C'est caractéristique des explosions nucléaires. Donc c'est l'effet que ça De cause. l'accident du Béryl, parce que Oui, c'est la oui, oui. montagne qui a explosé. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'est des apprentis sorciers. Oui. C'est pas des véritables professionnels parce que c'est Ouais, pas eux qui ont ouais. conçu la Et- bombe. et sur c'est- le plan humain, Maître Bambraham, vous avez discuté avec des personnes sur place, vous Oui, avez rencontré des mais enfants. oui, on a fait plusieurs émissions, on les a fait Oui. venir. Oui, On les a fait venir sur des plateaux de télévision, on est allé sur place. Je crois que l'œil ne peut pas supporter ce que nous avons vu. Et j'aimerais bien que ces gens de droite et d'extrême droite aient le courage de venir dans un avion spécial. oui. Donc ils font leur pari, ils arrivent sur place, ils voient les dégâts et ils repartent dans leur avion. Oui. Ça leur fera peut-être changer d'avis Changer- et comprendre que le crime contre l'humanité, et c'en est un, c'est un véritable génocide, c'est un crime qui était prescriptible selon les déclarations des textes de 1946 et tous les textes qui viennent après, y compris le statut de Rome du 17 juillet 1998. Alors, nous allons poursuivre ce débat extrêmement passionnant juste après une petite pause. Welcome to Ifriqiya FM. Émission spéciale. Bienvenue, chers amis auditrices et auditeurs, dans la seconde partie de notre émission spéciale consacrée à la crise entre l'Algérie et la France, et particulièrement aux attaques de personnalités de l'extrême droite française contre les Algériens. Alors, nous allons reprendre le débat là où nous l'avions laissé. Nous parlions des expériences nucléaires françaises ou des explosions nucléaires françaises en Algérie, Maître Bambraham. Et je vous ai coupé juste au moment où vous alliez justement développer une idée extrêmement intéressante. Oui, alors, ces explosions ne se sont pas arrêtées à la frontière algérienne. Oui, oui, D'abord, ce nuage radioactif avait été suivi par des hélicoptères pour savoir à peu près la direction oui, qu'il allait prendre. Et comme ces explosions ont été faites sur la base des relevés météorologiques oui, pour savoir la météo de quel côté le vent allait souffler. Et donc le vent, à l'époque, les résultats disaient que le vent soufflait vers l'Afrique. oui, vers le Sahel. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont choisi la date et l'heure pour être sûrs que ce nuage allait atteindre donc tout le Sahara plus les pays du Sahel. Donc c'est une intention délibérée et volontaire Oui, de oui. nuire et de tuer. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont en droit Ils de sont demander des tous dommages et atteints, réparations. bien sûr, mais ils ne l'ont pour ce qui jamais s'est- su. Oui. Ils sont tous atteints par la On radioactivité. parle du nord du Mali, du Niger, Mais bien du sûr, Sénégal. c'est oui. parti très très loin. Mais à un certain moment, Dieu a voulu que le nuage change de direction. Donc le vent a tourné et le nuage a tourné de direction. Eh bien, en tournant, Oui. les aviateurs qui suivaient nuage. le nuage ont été pris de plein fouet. Il y en a un qui a été aveuglé sur le champ et l'autre est mort dès sa descente. Mais Ceci pour Que dire que s'est-il c'est un passé nuage extrêmement dangereux. bien sûr, Oui. donc nos amis et nos frères africains sont touchés et on doit tous se liguer Oui. contre ce crime de la France sur les pays africains, parce que nous sommes aussi africains, puisqu'on est dans le nord de l'Afrique, Oui. donc on est du même continent. Mais ce malheur ne s'est pas arrêté également aux frontières algériennes, Oui. parce qu'il a dépassé, il est allé vers la Méditerranée. Le premier pays atteint, ça a été donc l'Espagne, ensuite le sud de la France, Marseille et tous les endroits environnements, puis l'Italie, puis Chypre, puis la Grèce, puis tout le bassin méditerranéen, et peut-être que c'est parti plus loin, mais on s'arrête à ces régions Oui, dont oui. on a une connaissance. Et donc, pour preuve, les Espagnols,
dans un journal El País. Et on a pratiquement assisté au même phénomène avec Tchernobyl. Tout à fait. Bambaraham. Mais alors ils sont ridicules, Le ils lui ont nuage donné radioactif est descendu jusqu'à Mais ils nous. lui ont donné une limite. Vous voyez le Oui. mensonge politique. Oui. Ils lui ont donné une limite. Non, 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 ça s'est arrêté à cet endroit-là. Oui. C'est ridicule. Oui, Alors moi, je oui. dis à ces gens qui se jouent de la vie des peuples, faites attention. Si vous n'avez pas peur de l'homme, essayez d'avoir peur de Dieu, parce que ce mal va ronger un jour ou l'autre vos enfants. Oui. Il suffit d'avoir pris quelques doses de ce poison pour que vous puissiez générer ce mal dans les cellules de vos enfants, et peut-être que vos arrière-petits-enfants seront des mutants un jour ou l'autre. Donc Mais- pour l'Espagne, Oui. le journal El País, 4 jours après le nuage. 4 jours après, le País, il publie un article, enfin un questionnement, où on se dit, mais que s'est-il passé? Sur l'Espagne, une pluie noire s'est abattue, sans aucune compréhension. Les Français savaient de quoi il s'agissait, mais ils n'ont jamais dit la vérité. Ils n'ont jamais dit Ils aux n'ont Espagnols. jamais dit la vérité. Mais aujourd'hui, Oui. même l'Espagne et le Portugal, une partie du Portugal, Se plaignent. se réclament Oui. justement parce que le taux de cancer et de maladies radio-induites est en élévation Oui, donc chez eux. oui, oui. Donc vous voyez qu'ils ont pollué l'Algérie, mais ils ont pollué une partie de l'Afrique, ils ont pollué une partie Du de bassin, l'Europe. du Donc ils bassin, sont oui. responsables de cette plage extraordinaire dans laquelle les retombées radioactives ont produit des malheurs et continuent à les produire. Également, Il faut croire, des per- Maître Bambaraham, qu'on n'a pas la même acception des bienfaits de la colonisation. ah non, 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 mais nous, on sait très bien que la colonisation est venue massacrer, mais c'est un bienfait. Attention, il faut reconnaître que c'est un bienfait pour eux, pas pour nous. Ouais. Parce qu'ils ont pris nos richesses, ils ont pris nos biens, ils ont pris notre territoire, ils ont fait des expériences sur nous. Ils ont tout raflé pour eux, pas pour nous. Parce que les Français, il n'y en avait pas beaucoup en Algérie. Oui. 1 million, au plus, 1,9 million pour ceux qui n'ont pas été tout à fait déclarés, mais pas plus. Seulement la grande population, c'était la France. Oui. Ils ont édifié leur pays sur notre dos, sur le dos des Algériens qui étaient en train de travailler. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Les Hassan Algériens... Arab parlait de force de travail. Tout à fait. Oui. Donc les Algériens ont construit la France, qu'on le veuille ou pas. Les biens de l'Algérie ont permis à la France d'évoluer et de devenir ce que c'est. De temps en temps, avec mes amis, je leur dis, écoutez, c'est un peu... Essayons de le décomposer. Si vous n'aviez pas d'argent Oui. par le trésor d'Alger, vous n'aviez pas de blé pour manger, vous n'aviez pas de graisse, vous n'aviez pas de beurre, de miel et de tout ce que vous avez pris d'Algérie, vous n'avez pas de C'était le minerais, grenier de la qu'est-ce que France, vous oui. seriez? Oui, Le dernier des pays. c'est vrai. C'est le dernier. Mais on ne vous aurait pas colonisé. Exactement. On vous aurait peut-être aidé, comme on a toujours fait avec tous les autres pays jusqu'à ce jour, n'est-ce Exactement. pas? Jusqu'à ce jour. Oui. Donc, la France, peu importe si elle veut reconnaître ou pas, nous avons mis beaucoup de temps, mais aujourd'hui, nous avons les preuves. Donc, il faudrait, qu'elle soit assez forte pour venir détruire les preuves que nous avons. Oui, mais bon. Et on lui a dit, venez, discutons. Et nous avons des preuves même chez eux, les vétérans. Oui. Ils sont là. Vous savez, ils ont Beaucoup de continué à faire des crimes contre leur peuple en métropole. La preuve, c'est qu'ils ont refusé de donner les dossiers militaires, donc des états de service, Oui, oui. aux Français eux-mêmes qui avaient servi. Et moi, je suis très heureuse parce que ces Français, il y en a beaucoup qui sont en contact avec moi. Certains sont morts, d'autres sont encore vivants. C'est eux qui me donnent des documents. C'est eux qui me disent, Maître Benbraham, je finirai Oui, sur ça. oui, oui. Alors, nous avons un militaire cloarec qui a été victime donc des Les explosions. non, il a été victime des tortures Ouais. et des exactions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Eh bien, j'ai tout un dossier parce qu'il m'avait envoyé à chaque fois où j'ai retrouvé des choses extraordinaires, les arrestations, les disparitions, etc. Il m'avait demandé de venir en Algérie, de lui permettre, bon, moi je n'ai pas ce pouvoir, mais de demander et de faire en sorte qu'il vienne en Algérie. Savez-vous pourquoi ? Pour qu'on puisse le juger comme criminel de guerre parce qu'il reconnaissait ce crime en Algérie et il voulait venir nous montrer les charniers qui avaient été initiés par Massu, Bijard oui. et Ossarès pour Un nous problème dire de conscience, voilà où nous avons enterré les gens après la torture. Donc c'est quand même un capital extraordinaire et c'est ces Français avec lesquels nous voulons entretenir des relations et garder des relations franco-algériennes ou algéro-françaises, peu importe, Oui. mais bâties sur une vérité, sur un respect des uns
et des autres, et vis-à-vis de nos pays. Exactement. Hassan Arabe, vous vouliez peut-être Ajouter quelque chose par ajouter rapport par rapport à l'Afrique et l'explosion à la question du nucléaire. Oui. nucléaire. Vous savez que à l'époque, cette explosion va révéler le visage hideux de la France parce que il y a eu 3 pays africains qui ont dénoncé tout de suite après. Tout à fait, tout à fait. Donc il y avait la Guinée de Sékou Touré, Sékou Touré. Kwame Nkrumah, mais le communiqué le plus virulent qui a dénoncé la France, c'est le Nigeria. Et bien juste après, selon donc les dernières recherches et les enquêtes, je pense à François-Xavier Verschave qui a cherché dans les archives de l'époque, et ben il a retrouvé un document où De Gaulle a juré de faire payer au Nigeria sa position par rapport à ses essais nucléaires. Et qu'est-ce que va faire la France? C'est son implication dans la guerre du Biafra, qui a coûté la vie à 1 million de morts. 1 million de morts. Oui. Voilà que la France, il est impliqué comment? D'une manière aussi hideuse, parce qu'on a, pour la première fois, on a utilisé l'humanitaire pour armer donc les belligérants. Alors que officiellement, le ministre des Affaires étrangères français à l'époque, il disait non, la France elle est neutre. Mais en même temps, on a envoyé donc via la Côte d'Ivoire des cohortes de militaires sous couvert d'agents donc humanitaires, donc dans les convois qu'on chargeait d'armes en fin de compte. Voilà donc les c'est mensonges le double. politiques. La France est bâtie sur le mensonge politique. C'est exactement la même position aujourd'hui. C'est un mensonge d'État. d'État. C'est exactement vis-à-vis de l'Algérie. Il y a deux sons de cloche un petit peu, donc le ministre des Affaires étrangères et puis les autres. Elle a toujours joué ce jeu. La France coloniale a semé 11 millions de mines antipersonnelles. 11 millions de mines. 11 millions de mines au qui niveau ont de la causé frontière, régulièrement des... au niveau de Plus la que frontière. l'Algérie, plus que les Algériens. Exactement, donc 11 millions de mines, pratiquement une mine pour chaque Oui, c'est ça. Algérien. Une mine pour chaque Un beau Algérien, au niveau donc des bandes frontalières notamment. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils réellement, on n'a pas les plans. Non, c'est les changements atmosphériques donc, qui ont... C'est pourquoi c'est des mines qui continuent à faire des victimes jusqu'à aujourd'hui. Et on parle encore de bienfaits de la France, de la colonisation française. De la France, de la colonisation, etc. Alors que... et puis il y a la famine. Donc moi j'aurais aimé qu'on évoque avant, parce que c'est vers la fin de la colonisation. Mais il y avait un épisode. C'est une enquête qu'on n'a pas vulgarisée. C'est Djilali Saria il est malade, donc que nous saluons. Il a fait une enquête. C'est l'automne 1868. Il y a eu en Algérie 2 millions de morts en 4 mois à cause des famines et des maladies. Il a travaillé essentiellement, le chiffre c'est lui qui l'avance, mais il a travaillé sur des sources françaises essentiellement pour vous dire qu'ils ont tué par la baïonnette, par les armes chimiques, mais aussi par la famine et les maladies. Parce que les soldats de l'armée française, quand ils sont venus en nombre en Algérie, notamment à partir de 1848, à partir de 1840 plutôt, ils ont ramené des maladies méconnues encore en Algérie. Donc ils étaient des vecteurs porteurs de maladies qui ont décimé des milliers, voire peut-être donc 1 million d'Algériens. Oui, alors on parle de les bienfaits pour la France. Mais Hassan, alors on est là, on vient de consacrer pratiquement toutes les missions au fondement historique. Qui explique un peu cette rage de l'extrême droite française, où l'extrême droite et une grande partie de la droite française, cette haine à l'égard de l'Algérie, de tout ce qui peut représenter l'Algérie, que l'on parle d'Algériens établis en France ou d'Algériens d'Algérie. Mais on a un contexte donc particulier en France. C'est un pays qui est économiquement en crise, donc on utilise le dossier Algérie à chaque fois qu'il y a un problème pour faire diversion. C'est un fonds de commerce parce qu'il y a
la présidentielle de 2027. Donc, 27, oui. c'est un bon moyen pour essayer de récolter le maximum de voix de Ah oui, l'extrême. rappelez-vous le deuxième mandat de Chirac. Et Oui. Sarkozy, il a exactement travaillé Oui, oui. sur la cible, c'était les Algériens, pour ne pas dire les Oui, mais ils ne Maghrébins. peuvent pas se passer oui, des c'était- Algériens. Il y a une droitisation de la classe politique française, de la politique française, mais il y a aussi une guerre, une lutte géostratégique, géopolitique, dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'alignement inique de la France sur les positions du Maroc concernant le Sahara occidental. Jusque-là, tout le monde savait que la France soutenait en sous-main le Maroc, mais Maroc. officiellement, il y avait ce qu'on appelait En tant une que membre du ambiguïté Conseil de stratégique, un sécurité, équilibre. normalement, donc la France ne devait pas se soutenir, on doit le dire, Voilà. parce qu'elle devait au moins observer une certaine neutralité. Oui, Mais aujourd'hui, c'est pas anodin Oui. cette histoire donc de soutien du Marsen. Je pense que derrière ça, il y a un projet, oui, celui de domination, parce que aider le Marsen tel qu'il est dans sa configuration actuelle, c'est assurer, à mon sens, Oui. donc assurer la domination du Maghreb, oui, assurer une porte ouverte à tout l'Occident, non seulement donc à la France, mais à tout l'Occident, mais aussi une bonne partie de l'Afrique. oui. Donc le Marsen propose son territoire comme une fenêtre ouverte sur l'Afrique dans un contexte où tous les pays africains ferment les portes donc, à la France, qui a d'ailleurs ces dernières, qui a affiché ouvertement son paternalisme, Oui. notamment dans les pays du Sahel. Du Sahel. Maître, merci beaucoup Hassan Arabe pour tous ces éléments. Maître Benbrahim, comment voyez-vous l'évolution de la situation à moyen et à court et moyen terme, justement? Comment voyez-vous France? Là, il y a une crise de confiance entre Le peuple, oui. une crise de confiance entre l'Algérie et la France déjà. Oui. Des insultes qui n'arrêtent pas, des ministres qui ne ratent aucune occasion pour jeter leur fiel contre l'Algérie. Comment voyez-vous la Alors, suite des moi, événements? je dis à tous ces ministres, au lieu de vous occuper de l'Algérie, qui est un pays qui avance et qui avance très bien, vous ferez mieux peut-être de vous occuper de votre peuple qui est dans une situation catastrophique, parce que nous avons vu que le pouvoir d'achat est tombé très bas, que la dette, comme vous l'avez si bien présenté tout à l'heure, est au haut de la pyramide, que leur pyramide sociale est inversée, n'est-ce pas, que leur aura a disparu sur le plan international, ils ont le reproche du monde entier, le monde se désolidarise de ce pays, la configuration historique, juridique et politique du monde est en train de changer. Oui, ils subissent un déclassement diplomatique. C'est un nouvel ordre international qui est en train de s'installer et la France est véritablement en dehors de la bulle. Oui. Donc, ils devraient plutôt prendre conscience de ça et s'occuper, comme je dis, de leur peuple. Ce peuple qui est divisé en deux. Nous avons les vrais Français, moi j'appelle les Français de souche, ceux qui ont encore de l'honneur et de la dignité. Et justement, par rapport, excusez-moi de vous interrompre, Maître Benbrahim, justement par rapport à ces Français dont vous parlez, alors ces derniers jours, on assiste à la montée au créneau d'un certain nombre de personnalités. Je pense par exemple à Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français. Je pense à Ségolène Royal, ancienne ténor du Parti socialiste, et à Mélenchon par exemple, qui montent au créneau pour dénoncer la cabale qui est menée contre l'Algérie. Et justement, juste avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter un extrait d'un entretien accordé par Dominique de Villepin à Mediapart. Il y a quelque chose qui m'afflige tous les jours, c'est la façon dont les grandes affaires diplomatiques sont traitées aujourd'hui par les hommes politiques français par Twitter en quelques phrases. Il faut dénoncer l'accord de 68. Attendez. Avec l'Algérie. Oui. Quand on a l'histoire que nous avons avec l'Algérie, est-ce qu'on peut ramener à une formule comme celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut supprimer l'accord de 68.
Mais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, il faut donner un coup à l'Algérie. C'est ça une diplomatie, c'est ça une politique vis-à-vis d'un pays avec lequel nous sommes liés par la culture, par l'histoire, par la géographie. Par le peuple. On ne peut pas, aujourd'hui, prétendre parler au monde en employant uniquement le langage de la surenchère. Voilà. Alors, quel sentiment avez-vous lorsque vous entendez, par exemple, quelqu'un comme Dominique de Villepin, qui est ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, homme d'État et probablement futur candidat à la présidentielle de 2027, monter au créneau comme il l'a fait, dénoncer justement des propos tenus par exemple comme par un Bruno Retailleau. Est-ce que vous reconnaissez justement les Français dont vous parliez tout à l'heure, les Français qui sont pondérés, raisonnables, qui veulent une relation apaisée avec l'Algérie? Oui, et moi j'ai beaucoup de respect pour cet homme. D'abord parce que c'est un confrère, il est avocat, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est il est avocat de formation. Et c'est un homme qui a de la justesse dans la tête. Oui. Et il a de la pondération dans sa politique. Il a une vraie connaissance des voilà, enjeux. Une vraie connaissance. Je vous dis, sagesse et pondération, ce sont deux caractères qu'un homme politique devrait avoir. Et donc, je le reconnais dans ces Français qui sont pour l'instant silencieux. Oui. Ils ne parlent pas, mais je peux vous assurer qu'ils sont très, 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 très nombreux par rapport au groupuscule qui est en train de gouverner la France actuellement, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un système de copinage. Tu pars le matin, tu reviens le soir. Et ça, c'est pas du tout dans l'intérêt de la France, ni dans ses rapports ou ses relations futures avec pas seulement l'Algérie, mais le reste du monde. Alors, De Villepin a parlé de l'accord de 68. Moi, je vais lui dire, on n'en a pas besoin. Et je le dis aux Français. Il a tellement été remanié qu'aujourd'hui, il ne sert plus à rien. C'est la seule carte dont ils veulent, avec laquelle ils veulent nous contraindre à je ne sais plus quoi. Mais moi, je peux leur dire que nous n'avons pas besoin. C'est un dossier qui ne nous a jamais servi. Jamais. Parce que... Et qui est moins intéressant que le régime général. Tout à fait. Finalement. Exactement. Alors, je vais répondre aux Français qui prennent ce document, qui pour moi est devenu un chiffon, ni plus ni moins, et ils le prennent, ils le lèvent très haut, comme si c'était un bienfait qu'ils faisaient aux Algériens. Alors, je vais vous dire, les Algériens n'ont jamais bénéficié de ce texte. Quand il n'y avait pas les visas, on partait, on revenait, comme tous les Algériens, comme tous les autres pays du monde, sans aucun problème. Lorsqu'il y a eu l'installation des visas, eh bien, les Algériens ont été les premiers à faire les frais. Donc, le traité de 68 est tombé, premièrement. Deuxièmement, pour le travail, eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir du travail et vous ne pouvez pas faire valoir ce texte. Non, il n'a aucun intérêt, aucun avantage, rien du tout. Parce qu'on est placé sur le même piédestal que toutes les autres personnes de tous les autres pays qui vont en France. Donc, on ne nous accueille pas à bras ouverts. Il n'y a pas de privilège. Pas du tout. Donc, je ne vois pas à quoi il sert. Donc maintenant, revenons aux textes fondamentaux, par exemple à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le droit d'aller et de venir, c'est un droit fondamental. C'est un droit de tout citoyen libre. Nous sommes libres, les autres sont libres, on peut partir là où on veut. Maintenant, si on nous impose des visas et que des gens, par dignité, disent « bon ben moi, on m'impose un visa dans un pays qui a colonisé le mien pendant 162 ans, alors je vais enlever de 62 aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années ça fait, parce que je suis très mauvaise en mathématiques, mais si j'enlève ces années, il me reste encore beaucoup d'années pour rentrer, venir, sortir, exploiter la France comme je le veux. Comme ça, on aura fait notre calcul et on aura fermé la page. Donc, vous voyez, cet accord de 68, pour moi, il n'a aucune importance. C'est un document qu'il faut mettre à la poubelle. Voilà, et il ne peut en aucun cas constituer un objet de chantage. Tout à fait. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Maître Benbrahim? Oui, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est le fruit, c'est l'effet donc d'une dynamique politique. Cet accord de 68 ferait partie d'une liste de représailles que c'est une carte entre, soi-disant, une carte entre les mains donc de certains responsables français, parce que il faut dire les choses, il n'y a pas que l'extrême droite, il n'y a pas que la droite, etc., mais il y a d'autres responsables. Politiques, bien sûr. Donc l'État profond, certaines personnes dans l'État profond qui veulent
nuire, parce que derrière ça, ils savent que l'accord n'a aucun Tout à intérêt fait. pour les Algériens. Donc, Ni pour eux d'ailleurs. ils instrumentalisent donc les Algériens, l'immigration, pour préparer une mutation sur le plan politique en Exact. France. Alors, on a écouté l'extrait de Dominique de Villepin. Là, je vous propose d'écouter l'extrait de Ségolène Royal, qui est à peu près de la même teneur que celui de Dominique de Villepin. L'avenir se construit en étant conscient du passé, conscient de l'histoire, en ne niant pas cette histoire, en ne l'oubliant pas. Donc on a une histoire commune douloureuse avec l'Algérie. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc, la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Maître Benbrahim, alors, Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Ségolène elle Royal. va même plus loin, hein, une dette morale. Oui, mais c'est une dette oui, morale. oui. D'abord, c'est une dette morale, Oui. mais c'est une très très grosse dette financière parce Exact. qu'ils ont détruit le pays. Oui. Mais voilà une femme qui est sage, une femme qui est pondérée, une femme qui a la texture d'une femme politique. Donc, lorsque nous avons des Français de cette calibre, sorte, oui, de oui. ce calibre, oui, si vous voulez, on peut dire que la France pourrait s'en sortir parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France est défaillante actuellement. Elle est au bout d'un précipice. Il y a deux solutions. Ou elle se rattrape et elle revient vers l'Algérie dans des rapports d'égal à égal, de respect à respect, et elle aura une survie jusqu'à 2027. Oui, surtout qu'il y a alors- des enjeux communs. Ou alors, c'est vraiment la défaillance du système actuel. Et si on parle de défaillance, c'est la défaillance de la Ve République. Alors on dira que la 4e République est tombée grâce, moi je dis grâce, mais eux diront à cause, oui. n'est-ce pas, de 54-62. Donc de ce qu'ils appellent la guerre d'Algérie, et moi j'appellerai bien donc sûr. la révolution algérienne. Et aujourd'hui, c'est à cause de ces ministres Oui. qui sont inconscients de ce qu'ils disent, parce qu'ils ne comprennent pas que celui qui ne connaît pas son passé Oui. ne peut pas vivre son présent et ne saura pas se projeter dans l'avenir. Donc eux, ils sont dans cette crise. Ils sont en train Ils ne savent d'hypothéquer la pas relation. vivre Oui. le présent, n'est-ce pas? Et ils ne pourront jamais construire le passé, le prochain plutôt le futur. Le futur. Et là, ce sera sans aucun doute la décadence de la Ve République et son basculement vers la 6e. Merci beaucoup, Maître C'est moi Benbrahim. qui vous remercie. Hassan Arabe, la Je dernière pense que, réaction de l'émission. voilà, je pense que la France doit cesser avec ses intentions néocoloniales, ses ingérences paternalistes Oui. et retrouver la voie du dialogue et de la diplomatie. Il y a quelque chose qu'on appelle la diplomatie pour régler les problèmes et non pas la guerre. Parce Faut qu'il réhabiliter y a des le va-t-en guerre. politique et Il y la a- il y a diplomatie. des, il y a Oui. des hommes politiques en France aujourd'hui Oui. qui sont des va-t-en guerre. Oui. Mais est-ce qu'ils ont la politique pour ce faire? Oui, ils Il sont faudrait Là, qu'ils réfléchissent. là, c'est déjà une autre question. Ils sont dans Voilà. dans la surenchère et dans le rapport de force, un rapport de force de toute manière qu'ils ne pourront pas remporter. C'était le mot de la fin. Je vous remercie infiniment, Maître Benbrahim, Merci. d'avoir eu de la gentillesse d'accepter notre invitation. C'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir nous voir une autre fois. Inch'Allah. Merci beaucoup. Hassan Arabe, merci beaucoup C'est moi. de nous C'est avoir moi. accompagnés durant C'est cette moi, belle c'était émission. agréable avec Maître Benbrahim et avec Toisine. Ah, c'est toujours agréable de vous retrouver. Alors, vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission spéciale consacrée à la crise entre l'Algérie et la France. L'émission est terminée, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui, réalisée par Khaled. Alors, au streaming, il y avait Soumia Abbas Bouhidel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.
Welcome to Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine.